Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 8 mai 2025. On se propose de faire une forme d'autocritique tout en nous penchant sur les réalités de notre corporation. Le secteur des médias est visiblement à la croisée des chemins avec les nombreuses mutations et les défis qui s'imposent à lui et à ses acteurs. Comme tout métier, le secteur connaît également des mal-donnes qui nécessitent des réajustements selon certains observateurs de la vie publique, y compris les professionnels des médias eux-mêmes. Beaucoup estiment qu'un nettoyage, sinon une forme de toilettage s'impose. C'est ce que d'aucuns appellent assainissement. Entre confrères ce soir, on essaie d'examiner ensemble la santé de notre profession. Et pour cet exercice diagnostique, sinon pour cet exercice d'autocritique, nous sommes avec Fortuné Sosa et Prudent Nasseou, tous deux journalistes. Chers amis, bonsoir. Bonsoir, Wahab. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info continue. Je vais adresser la toute première question à Fortuné Sosa. Comment, de votre regard, se porte, je dirais, notre métier, notre corporation, le secteur des médias? Vous me posez là une question dont la réponse est difficile. Parce que on dit souvent que le linge sale se lave en famille. Maintenant, nous voulons exposer notre métier. Mais ce n'est pas grave parce que de loin, nous avons des observateurs et nous entendons les critiques, nous entendons les propositions, etc. Et il faut dire que notre presse, de jour en jour, s'éloigne de sa fonction d'équilibre de l'information. S'éloigne de sa fonction du contradictoire. On a comme l'impression que nous sommes pressés de donner l'information, quoique, c'est vrai, l'information est une denrée périssable. Et le journaliste vise souvent le scoop, entre griffes, c'est-à-dire, je veux avoir la primeur, je veux être le premier à donner l'information. Mais, malgré cela, il faut toujours vérifier, il faut toujours croiser les sources, etc. Et prendre patience pour être sûr que ce que l'on veut diffuser, c'est ça qu'il faut diffuser. Et surtout, s'assurer que ce que l'on veut diffuser est utile à quelque chose à apporter au public. D'accord. Allez, on va évoluer tout à l'heure. Clément, pardon, j'allais dire Prudent Nasseou, comment vous voyez de votre analyse la santé de la presse béninoise, c'est quoi? La presse béninoise est malade. Waouh. Elle est malade. C'est tout de même sévère, ce diagnostic. Non, elle est malade. Nous savons tous que nous souffrons. On est anémiés. Parce que la presse, ça renvoie aux entreprises de presse et après aux hommes des médias. Et aujourd'hui, comment se portent nos entreprises de presse au Bénin? Qu'est-ce qu'on a voulu en faire? Et que sont devenus les journalistes qui animent ces entreprises de presse? Ce sont les grandes questions que nous devrions nous poser si nous voulons faire le diagnostic de l'état de santé des médias en République du Bénin. Et cette situation est devenue délétère depuis 2016, il faut le dire avec courage. Mieux, il y a que les mutations technologiques échappent aujourd'hui aux régulateurs des médias. De sorte que tout le monde se retrouve en action dans le secteur de ce que je peux appeler les services médias et autres dérivés. De sorte qu'il y a une concurrence déloyale que des dits influenceurs, des dits web activistes et autres rejetons ou rejetés de notre métier se trouvent à promouvoir à travers la floraison de chaînes web que nous avons. D'accord. Allez, on va développer tout ceci tout à l'heure. Fortuné Sosa, est-ce que tout à l'heure dans votre développement, vous voulez laisser entendre que l'impatience qu'il y a autour de la primeur qu'on veut avoir dans la livraison de l'information, ça amène certains professionnels à brûler les étapes et donc on assiste à des maladresses, c'est ça? Oui, oui. D'ailleurs, vous savez que les instances de régulation et d'autorégulation des médias nous livrent souvent des décisions par rapport au fonctionnement justement des médias, parce que lorsque le journaliste commet une faute,
c'est le média qui est en faute d'abord. C'est le premier responsable du média qui est en faute, et puis le journaliste n'est que complice, bien qu'il soit l'auteur de cette publication. C'est vous dire quoi? Que il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire vraiment pour que les données changent. Ce n'est pas une question de formation qui se pose. D'accord. Nous avons été suffisamment formés dans ce métier. Et aujourd'hui, les journalistes sortent des écoles professionnelles. C'est ça. Ça devrait faire diminuer l'écart qu'on avait dans le métier, mais on a comme l'impression que chaque fois, d'autres immondices s'ajoutent. D'accord. Alors, il y a raison maintenant de se poser la question où se trouve exactement le problème. Parce que si on a des écoles qui forment des professionnels en la matière, on ne devait pas rencontrer autant de maladresse, autant de mal-donne. Quand vous observez, c'est quoi le problème exactement et d'où vient-il? Le problème, c'est de commencer par assainir les entreprises de presse. Je crois que mon confrère tout à l'heure a posé le diagnostic, a posé le problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons comme entreprise de presse? Comment est-ce que les employés journalistes sont traités dans ces entreprises de presse? Comment est-ce qu'ils sont motivés? Comment est-ce qu'on organise? Parce que la formation, elle est continue. Lorsque vous allez à l'école, vous apprenez, je vais dire entre griffes, la théorie. Oui. Vous apprenez. C'est sur le terrain que vous rentrez dans la pratique. Et dans chaque entreprise, si nous en avons, et je crois que nous en avons quelques-unes quand même, donc je ne vais pas dire n'importe quoi, nous en avons quelques-unes. Mais à l'intérieur de ces entreprises, il faut des formations in situ. D'accord. Il ne faut pas un moment recycler voilà, ces employés journalistes. Et il faut souvent discuter autour des règles. Le code de déontologie. Les règles, les principes, tout ce qui régit le métier. Alors, est-ce que dans la pratique, nous avons ça, selon vous, prudent ACO, est-ce que nous avons, je dirais, ces formes de recyclage, ces formations continues, bref, tout le dispositif qu'il faut ou les dispositions qu'il faut en amont, n'est-ce pas, pour éviter les dérapages sur le terrain dans le monde des journalistes? Wahab, sans faire le procès d'un régime ou d'une gouvernance, je voudrais dire que malheureusement, ces formations ont cessé depuis que l'aide de l'État ne parvient plus à la presse. Parce que dans la cagnotte qui était préalablement destinée aux médias, il y a une partie qui allait dans les formations. D'accord. Les premières formes de formation qui ont existé étaient... il y avait une contractualisation avec des médias étrangers, Radio Nederland et autres. CFI, tout ça, qui accompagnait. Mais après, on est passé aux formateurs locaux et on est arrivé même aux formations in situ, sans compter les formations diplômantes pour lesquelles certains journalistes pouvaient directement candidater et être appuyés par des bourses pour finir des formations diplômantes au niveau de certaines écoles professionnelles. Et malheureusement, aujourd'hui, tout ça a cessé du fait de la raréfication de cette aide ou de sa suppression. Je ne sais même pas quel terme nous devrions employer. Ça, c'est un premier constat. Mais après, il y a la question de l'assainissement. Et l'assainissement, ça interpelle plusieurs pans, plusieurs leviers sur lesquels non seulement le régulateur doit jouer, les décideurs doivent jouer, les acteurs politiques doivent jouer. Quand je prends ne serait-ce que la question, je dirais, des sollicitations de commandes au niveau des médias aujourd'hui, il faut voir le déséquilibre qu'il y a. Quelle est la part qui est donnée aux organes privés? Qu'est-ce qui va à l'organe public? Or, l'organe public est financé par le contribuable. Moi, par exemple, sur mon salaire, on me prélève des taxes qui vont directement à l'organe public. Et l'organe public, en principe, ça, c'est des modèles que nous devrions repenser. L'organe public, les organes publics sont-ils aujourd'hui, on va dire, en principe, éligibles à la publicité? C'est des questions que nous devrions nous poser dans un contexte, je dirais, de pluralisme médiatique, où on a beaucoup de privés qui ont créé des organes. Il y a la question, par exemple, pour moi, de la territorialisation des médias. Parce que si dans une commune, par exemple, aujourd'hui, les médias, quelle est leur cartographie? Quand je prends, par exemple, les télévisions, pour les attribuer, c'est un appel à candidature. Et les fréquences sont données par rapport aux disponibilités dans les départements. Quand on prend
les radios, c'est la même chose apparemment. D'accord. Mais malheureusement, quand on prend les autres organes, Oui. ça devrait être la même chose. Quand je prends la presse écrite, en principe, on doit voir le potentiel au niveau de chaque département D'accord. et dire que à partir du siège, tel organe, et faire une cartographie claire pour voir aujourd'hui l'existant. D'accord. Et puisque ce n'est pas illimité, quelle est la part du marché pour qu'on soit là à aider des rejetons, comme je dis, ou des rejetés Oui. d'organes de presse à avoir des facilités à créer leur organe. Et maintenant, il faut en revenir aux médias en ligne qui pullulent Aujourd'hui et avec qui l'avènement viennent du prendre numérique. une grande part du marché. Donc l'assainissement, pour moi, Oui. participe de cette régulation. D'accord. Vous avez la même lecture que Prudent Nasserou? Justement, on ne peut pas dire autre chose. Mais moi, je pense que cette question d'assainissement-là, ça devrait être le point principal. Le point principal de cet assainissement devrait être le regroupement des organes. C'est ça. Vous savez, il y a eu un Ça sous-entend il y a un quoi? assainissement qui a été fait au plan politique, C'est où ça. aujourd'hui, nous n'avons plus une pléthore de partis politiques. D'accord. Nous devons aller à ça par rapport aux médias. Parce que, vous m'excusez, moi j'ai visité... Une forme de réforme du système médiatique en Oui, République du Bénin, c'est ça? J'ai visité des médias à l'étranger où, dans un média, il y a près de 200 journalistes. C'est ça. 200 journalistes. Nous en avons combien au Bénin? Parfois, dans la presse écrite, vous avez le directeur de publication, le rédacteur chef et 2 journalistes. C'est ça. Ce n'est pas viable, ça. Au mieux, Au mieux. si ce n'est pas la même personne qui fait tout avec plusieurs noms. Donc, on devrait tendre vers ce regroupement, surtout pour la presse écrite. D'accord. Surtout pour la presse écrite, pour permettre à ce que dans un média, il y ait suffisamment de journalistes spécialisés. D'accord. Parce que l'assainissement doit aller aussi à ce niveau-là. À ce niveau, Qu'on la se- spécialisation. qu'on sache que tel journaliste, c'est dans tel domaine, il officie. D'accord. Tel journaliste, quand on l'appelle sur tel sujet, il est prompt, il réagit correctement, etc. Il faut ça au Bénin. Les radios aujourd'hui, je pense qu'ils ont leur marché. Les radios s'organisent mieux. Et jusque-là, la proximité, le média de proximité que constituent les radios fonctionne bien. Mais la presse écrite, il faut qu'on évolue. Il y a un véritable travail qui doit être fait. Travail formidable. Alors, il y a une concurrence également qui est menée au niveau des médias conventionnels, donc qui sont concurrencés par, je dirais, le numérique, les réseaux sociaux, au point que monsieur, madame, tout le monde est professionnel des médias, journaliste, on s'attribue, bref, ces titres. Quand nous parlons d'assainissement, qui doit faire cet assainissement, selon vous, pour dans la C'est le régulateur et après, il faut que les fêtières puissent jouer le rôle de vigie au niveau de leur département. Parce qu'aujourd'hui, il faut, comme je le dis, il faut qu'on ait dans la liste, par exemple, quand la RAC publie normalement la liste des médias autorisés, l'organe ou l'institution doit pouvoir lier chaque organe à son siège. C'est ça. Pour qu'au niveau de ce département, je dirais, le chef d'agence puisse assurer une certaine veille en lien avec les structures décentralisées des fêtières. D'accord. Parce que tant qu'on ne va pas aller vers là, et il faut que cette liste des organes réglementaires ou conventionnels ou des organes légaux puisse être partagée à tous les hommes politiques du Bénin. Et que les hommes politiques, notamment l'État et toutes les institutions de la République, s'emploient à ne pas coopérer avec des organes qui n'ont pas d'existence légale. Moi, je me surprends par exemple de voir sur des activités officielles des promoteurs d'organes non autorisés par la haute autorité qui se permettent de faire des productions et de diffuser par exemple dans des groupes formels où on a les responsables des organes de régulation. Ça m'interpelle. Et je me dis, et dernièrement, vous avez vu les communiqués qui sont sortis où on a demandé à tous ceux qui ne sont pas autorisés d'arrêter. Mais pourtant, les gens ont continué et publient même dans des groupes. Et on se demande qu'est-ce qu'il y a fait à ce niveau. Écoutez, pourquoi cette politique de 2 poids, 2 mesures? J'ai comme l'impression qu'il y a une démission aussi bien du régulateur que des fêtières. Ce n'est pas parce que j'ai en face de moi des représentants. Un doigt. Je dis la chose. Peut-être qu'ils ont des difficultés. Oui. Mais au fond, tant que nous n'allons pas assurer nous-mêmes cette veille, souffrez qu'aujourd'hui, ces médias numériques nous envahissent. Et mieux, je ne conçois même plus l'existence
des anciens médias sans des dérivés numériques. Sans des dérivés Puisque c'est numériques. des mutations qui s'imposent D'accord. à Alors, ces médias qui Fortuné constituent Sosay- des supports de diffusion. Fortuné Sosay est sur le plateau, on va l'écouter sur la question des fêtiers, mais avant, j'ai une question à lui faire. Il y a que le problème devient, ou les problèmes deviennent nombreux pour la profession. Avant même l'avènement des réseaux sociaux, du numérique et autres, il y avait déjà un problème de ce que sur les terrains de reportage, on retrouvait des confrères, pour ne pas dire des soi-disant confrères qui n'ont pas les qualifications qu'il faut, qui n'ont pas la presse écrite, qui ne relèvent d'aucun organe de presse, mais qui se présentent sur des terrains de reportage comme des journalistes. Ce problème n'est pas encore réglé quand, aujourd'hui, comme je le disais, on a monsieur, madame, tout le monde comme professionnel des médias avec l'arrivée des réseaux sociaux et autres. Comment on gère tous ces problèmes? Je pense que il faut insister sur la carte de presse, l'utilité de la carte de presse. C'est parce que à un moment donné, on ne sait plus qui est qui, qu'on a insisté. Je ne dis pas n'importe quoi quand je vais vous dire. Moi, j'ai participé à la deuxième mandature de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Et c'est sous cette mandature-là que nous avons œuvré pour qu'on crée l'école de journalisme qui est aujourd'hui NSTIC. Nous avons bataillé dur. Oui. Avec pour président à l'époque Brice Oussou, qui est désormais avocat au barreau. Donc, nous avons fait ce travail-là. Et maintenant, nous avons insisté pour que la carte de presse devienne très utile. Ça a été le premier élément d'assainissement. Mais vous imaginez que j'ai fait 6 ans dans la commission d'études des dossiers de la carte de presse. Vous imaginez que nous faisons le travail, on découvre que tel journaliste est dans d'autres fonctions qui sont incompatibles au métier, etc. Oui. Vous déposez rapport et après vous voyez afficher tous ces noms-là comme des gens qui sont éligibles à la carte de presse. Ou qui possèdent déjà la carte de presse. Mais ils reçoivent comme tout le monde. D'accord. Donc, il y a ce problème. Il faut que le désormais, de mesure dont parlait la tout à l'heure carte de presse Nasseo soit attribuée à des journalistes professionnels, des journalistes exerçants. Et quand je dis journalistes exerçants, ce n'est pas seulement les journalistes qui exercent dans les médias locaux. Il y a des journalistes béninois qui exercent dans des médias à l'international. Qui sont correspondants, qui sont ci et ça. Ils doivent être également éligibles à la carte. Et lorsqu'on fait ce travail-là, je pense que certains vont s'éliminer d'eux-mêmes. Et parce qu'il faut que sur le terrain, on brandisse sa carte de presse. Il faut que celui qui organise son activité demande à chacun de présenter sa carte de presse avant d'être accepté dans la salle. Parce que la loi est claire. Le journaliste est reconnu à travers la carte de presse. D'accord, comme on dit, pour pouvoir distinguer qui est qui sur le terrain. Mais encore faudrait-il que maintenant la carte de presse soit valorisée, parce que je sais qu'il y a un grand travail qui se fait, une bataille en quelque sorte, pour que la carte de presse revienne non seulement dans les normes, mais pour que ça puisse honorer le professionnel des médias. Mais dans la pratique, et en tout cas des années en arrière, la carte de presse est devenue comme une carte de plus dans la poche des professionnels des médias, non? Il faut relativiser. D'accord. Il faut relativiser parce que moi, j'ai pu avoir quand même accès à des lieux sans être invité sur présentation de ma carte de presse. Et même au niveau des formalités, ne serait-ce qu'aux frontières, quand vous présentez votre carte de presse comme journaliste béninois allant en mission dans les pays limitrophes, il y a des facilités qui vous sont accordées. Et donc, là-dessus, moi, je salue déjà cette reconnaissance de certaines autorités à certains niveaux de la carte de presse. Mais après, il faut quand même saluer, je dirais, la purge que l'actuelle mandature de la RAC est en train de faire à travers ce chef-service qui s'occupe de la carte de presse, où plusieurs de nos confrères sont interpellés à justifier, je dirais, leur détention de la carte de presse. Et comme vous l'avez dit, il y en a qui étaient journalistes, mais qui aujourd'hui se retrouvent en posture de patron de presse. Et qui continuent par détenir la carte de presse. Tout ceci relève du rôle du régulateur, et je pense que là-dessus, quelque chose est en train d'être fait. Mais après, il faut justement, comme vous le dites, à travers le décret qui valorise la carte de presse, que les incidences ou même les implications, je dirais même les dividendes prévus pour les détenteurs de la carte de presse puissent être reconnus au mérite et à justice. Mais malheureusement, ce qu'on observe aujourd'hui, du fait, je dirais aussi de cette réforme du système partisan et de
la rareté des ressources financières en politique aussi, dans la tenue d'activités majeures au plan politique, beaucoup d'organisateurs d'événements préfèrent laisser les médias conventionnels jugés parfois trop chers de côté pour aller vers de web activistes qui sont prêts à offrir le même service à des tarifs parfois dérisoires pour les diffuser après et dont on salue parfois la rapidité, pour ne pas dire la sérénité dans la livraison de l'information. Pour les diffuser parfois sur des chaînes où on a 30 vues, 40 vues, mais le politicien est déjà satisfait du rendement parce qu'il est prêt lui-même à partager ça dans les groupes WhatsApp. Ça, c'est le modèle, je dirais, d'homme politique aussi qu'on a quelque part, qui se voit obligé de faire avec les moyens de bord dans un contexte de rareté de ressources. Alors, comment on corrige tout cela? Parce que oui, l'acteur politique, lui, n'est pas professionnel, il n'est pas professionnel des médias. Il peut se pencher du côté où ça l'arrange, qui doit faire le bon travail de manière à ce qu'on puisse solliciter ceux qui vraiment remplissent les conditions. Je vais vous citer deux cas. Allons-y. Deux exemples par rapport aux web médias. Et le premier cas, vous savez, lorsque on a fait la dernière fois l'élection des maires, j'étais dans une commune où on mettait en place le conseil communal. D'accord. Et il y avait plein de gens avec appareil photo, machin, téléphone. Ils étaient des journalistes. En tout cas, ils se sont présentés comme ils étaient là. Et je vois la police venir pour demander à tous ceux qui ne sont pas concernés, aux populations, de sortir, de se retirer. Et lorsque les policiers ont commencé, moi je me suis rapproché d'eux, j'ai sorti ma carte de presse et dit, je suis journaliste. Est-ce que je peux rester? Ils ont dit oui. Les autres, ils n'ont pas bougé. Les policiers se rapprochent d'eux, ils commencent pas à faire du bruit. Et je me rapproche d'eux, je dis, vous avez dit, vous êtes journaliste. Lorsque le policier a réagi, commence pas à dire aux gens, sortez, vous devez aller le voir pour lui dire, nous sommes des journalistes. D'accord. Vous ne devez même pas votre qualité. Et aucun détenteur de la carte de presse. La courtoisie d'abord exige cela. C'est pas parce qu'on est professionnel des médias, fut-il détenteur de carte de presse, qu'il faut narguer les policiers ou les hommes en uniforme. Aucun d'eux. J'étais le seul détenteur de la carte de presse là le jour-là. Et je ne connaissais aucun d'eux. C'est pas à Cotonou, c'est dans une commune à l'intérieur, etc. Et je vous jure, je suis déjà allé apporter le code de déontologie à plusieurs médias comme ça. Parce qu'ils débattent dans la profession, ils ne savent rien de la profession. Et puis, parce qu'ils détiennent une caméra, un appareil photo, un téléphone intelligent, ils deviennent journalistes. Non, même si le métier a même prévu, comment dire, des assimilés, ce n'est pas comme ça. Il faut se faire former. La formation est capitale. Et je pense que la haute autorité, la HAC, doit œuvrer pour ça, pour qu'on forme. Je pense que ça a commencé. Ça a commencé petitement. Mais ça a commencé avec ceux-là qui ont déjà un background dans le métier. Alors, Président Nassir, au-delà des pouvoirs publics, au-delà du législateur, au-delà donc de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, quel travail doit se faire au niveau des professionnels des médias eux-mêmes en termes d'assainissement? Non, quand on parle des professionnels des médias... C'est vrai que ça devient un peu risqué lorsque, entre confrères, on se retrouve sur le terrain de reportage et qu'on doit identifier telle personne comme débarqueur, puisque c'est le qualificatif. Quand on parle des professionnels des médias aujourd'hui, il faut les catégoriser. D'accord. Il y en a qui travaillent dans des médias réglementaires, des médias légaux. Ça, c'est la première catégorie d'hommes des médias que je connais. Mais il y a une deuxième catégorie de gens qui ne sont ni professionnels des médias, qui ont été en stage dans un organe et pour peu qu'ils ont commis des impairs qu'on les a renvoyés, qui sont allés créer leur chaîne web. D'accord. Et qui exercent sans existence légale. Et qui sont les plus virulents, les plus actifs même sur le terrain. C'est eux qu'on voit plus au front. Mais malheureusement, ce distinguo n'est pas fait par les acteurs politiques ou ceux qui sollicitent les services de la presse. C'est pour ça que je dis, il doit y avoir une campagne de vulgarisation des médias réglementaires et un suivi, une vigie qui essaie de discipliner ceux-là au niveau de chaque territoire, à partir du niveau départemental, à partir du niveau communal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si les organes ont une représentativité nationale du fait de leur ancrage et tout ça, il faut en arriver
à les localiser par rapport à leur siège. Donc, avoir des organes qui ont des territoires, de sorte à ce qu'ils puissent relever du chef d'agence de cette localité, qui fait le suivi, qui fait la purge, ainsi de suite. Et après, il reviendra au fêtier de prendre le règlement. Mais quand on a fini de faire ça, il faut que l'État puisse jouer son rôle de pourvoyeur, de l'accompagnement des médias, puisqu'il n'y a pas de démocratie viable sans médias professionnels. D'accord. Alors, Fortuné Social, est-ce que vous pensez, comme le disent beaucoup sur la toile, que la grosse pagaille s'est développée avec les médias web et autres? Parce qu'ils estiment que s'ils ne peuvent pas imprimer, là je parle de la presse écrite, s'ils ne peuvent pas imprimer parce qu'ils ne sont pas légaux vis-à-vis, ils ne sont pas en règle vis-à-vis de la HAC, s'ils ne peuvent pas se faire entendre par des radios parce qu'ils n'ont pas, je dirais, l'autorisation toujours de la HAC, ni se faire voir au niveau des télévisions, au moins ils peuvent utiliser les téléphones portables, pour ne pas dire les réseaux sociaux et autres, pour se faire entendre. Beaucoup estiment que c'est là que la grosse bagaille a commencé. Qu'est-ce que la HAC peut à ce niveau concrètement? Oui, je pense que la HAC a tous les pouvoirs et que lui confère le code de l'information et de la communication. C'est ça. Maintenant, la HAC étant une institution hautement politique, j'ai un peu de frisson à dire ce que je veux dire. Allez-y, faites l'effort de le dire quand même. Parce que cette pagaille est encouragée par le politique. C'est ça. Et comment? Et le politique influence la HAC, qui est une institution politique. C'est ça. Je crois que j'ai tout dit. Wow. Président Nassirou, vous pensez avoir compris Fortuné Sousa dans ce développement? Oui, je l'ai compris. Il a été suffisamment clair. Et on va pas... À demi-mot, comme on dit. Voilà, on ne va pas non plus interpréter ses propos. Il les assume entièrement. Et je crois qu'aujourd'hui, si on avait le bâton magique, on aurait travaillé à toucher cette loi organique de la HAC pour qu'il y ait, je dirais... une éviction totale des politiques de cette instance. Mais après, quand je discute aussi avec les politiques, je me dis qu'eux aussi, ils ont leur appréhension parce que nous laisser faire, on a vu ce que ça a entraîné au niveau de nos fêtières. Nos fêtières se sont déjà retrouvées au niveau du tribunal pour des questions d'interprétation, de camp, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas facile. La politique est aussi passée par là. Il faut un arbitrage quelque part. Il faut un arbitrage. Donc, ce n'est pas parce qu'on aurait éjecté les politiques de la représentativité au niveau de la RAC qu'on aurait réglé les problèmes. Mais après, il faut, je dirais, exercer la plénitude des pouvoirs de coercition. Puisque aujourd'hui, qui a qualité à être appelé journaliste? C'est celui qui détient la carte de presse. C'est les organes qui ont une existence légale. Mais ces reporters, ces web activistes prétendus, qui se réclament journalistes et autres, ou patrons de presse à travers des chaînes web qui ne sont pas autorisées par la RAC, vont tourner. Et on les voit sur les sites de reportage. Et on se tait. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, si on veut assainir et qu'on y met, je dirais, de la volonté, on le fera. On le fera et on pourra réussir la mission. Alors, on parle de carte de presse comme élément que peut brandir, je dirais, le détenteur pour se présenter en tant que professionnel des médias. Mais on a noté qu'au-delà de la grande bataille, de l'effort qui est fait au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la sortie des cartes de presse traîne. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cela? Sinon, n'y a-t-il pas nécessité d'accélérer les études des dossiers de manière à ce que vraiment, soit on rejette parce que les dossiers ne sont pas complets, ou alors on les imprime dès lors que tout est bon, non? Oui, je pense que la mandature actuelle de la RAC a rassuré que désormais, quand quelqu'un veut la carte de presse, il fait la demande, il remplit les conditions et puis la commission à l'interne s'occupe du reste. J'ose croire que ça va être désormais accéléré par rapport à... Parce que par le passé, il y a c'est périodiquement que la RAC lance l'appel et on postule, on dépose. À un moment donné, il y a une grosse affluence. Ça fait que les dossiers ont traîné peut-être, je ne sais pas. La RAC peut mieux répondre à cette question. D'accord. Non, c'est l'histoire du cordonnier. Là, ce serait votre mot de conclusion. C'est l'histoire du cordonnier mal chaussé. Au fond, les textes sont clairs. Quand vous détenez la carte de presse et qu'elle arrive à expiration, vous réintroduisez un dossier,
pour qu'on vous le renouvelle. Il y en a qui attendent la période des élections pour être subventionnés pour renouveler leur carte de presse, ce qui n'est pas normal. Moi, j'ai toujours renouvelé ma carte de presse spontanément. C'est vrai que ça traîne un peu, mais dès lors que le délai vient à expiration, que vous réintroduisez en remplissant... Parce que ça traîne, c'est ce qui... La RAC tranche. Mais aujourd'hui, il y a quand même une bonne coopération entre la RAC et la NIP pour que les cadres puissent sortir à plein temps. Donc, je crois que cette promesse est faite par ceux qui sont là aujourd'hui. Votre mot de conclusion, le temps est vite passé. Merci. Je voudrais saluer cette émission que vous avez mise en place. Et je voudrais dire ceci. Actuellement, nous sommes une petite équipe. Nous sommes en train d'organiser le salon du livre du journaliste béninois. C'est important. Et nous avons exposé des livres qui sont des livres à travers lesquels les journalistes vont beaucoup apprendre le métier. C'est ça. Mais ils sont absents sur le terrain. Nous organisons des conférences qui sont très utiles pour eux, mais c'est un petit nombre qui se présente. C'est dommage. Le salon du livre, ça se tient de quel jour à quelle heure? Ça a commencé aujourd'hui, ça finit samedi. Samedi? Oui. D'accord. On va espérer que les confrères et autres, n'est-ce pas, rejoignent. C'est le palais de congrès? Non, c'est la bibliothèque Béni Excellence à Godomé. À Godomé. Mais comme vous l'avez dit, on a de bons journalistes au Bénin. D'accord. En dépit de tout. Dans les organes conventionnels, on a de bons journalistes. Oui, et qui ont également la Et les dérives, c'est beaucoup plus ceux qui échappent à la régulation au contrôle, et qui n'ont pas des licences. Tout à fait. Allez, on va vraiment espérer que l'équipe de la RAC... On a de bons journalistes, mais il y en a qui sont bons, qui consciemment... Faute. D'accord, ils font exprès, comme on dit. Ils font exprès, comme on dit. Allez, on va compter sur la vigilance de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, n'est-ce pas, pour nous accompagner dans cet exercice d'assainissement, parce qu'on note que vraiment cela s'impose. Fortuné Sosa, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion et demain, autour de 10h30. Allez, portez-vous bien. Formidable.